ce soir des gammapathies monoclonales et surtout celles de signification clinique pour couper le terme MGCS. Et donc, il y a pas mal de membres du service d'immunohématologie de l'hôpital Saint-Louis, professeur Bertrand Arnulf, Stéphanie Arel, Tristan Vaugeois, qui vont présenter des cas cliniques avec l'aide indispensable du laboratoire d'immunologie représenté par Antoine Dieppe. Et donc, on va essayer de vous montrer le grand intérêt qu'on a dans le service pour ce spectre de maladies frontières entre la médecine interne, la cardiologie, la néphrologie, la dermatologie et la neurologie, en essayant de vous faire envie de passer dans le service et d'approfondir ses connaissances via une formation qualifiante. On vous montrera le programme et le lien sera sur le site ou sur la prochaine newsletter de l'AIH. Donc, merci à tous d'être présents encore ce soir et merci aux différents orateurs pour ces présentations didactiques. Et donc, Stéphanie, si tu es prête, je te laisse la parole. Eh ben, merci Alexis. Donc bonsoir à tous, 87 participants, ouais, c'est super. C'est des petits cas cliniques et je sais que c'est toujours compliqué par webinaire, mais n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a besoin, on est à votre disposition. Voilà, c'est quand même des pathologies assez rares dont on va parler ce soir, donc on va essayer de voir ça avec vous. Donc on va commencer par une neuropathie inexpliquée. C'est un patient qui est pris en charge initialement en neurologie. Donc, c'est un homme de 47 ans qui se plaint d'une faiblesse du membre inférieur gauche, évoluant depuis 1 an et franchement invalidant depuis quelques mois. Et effectivement, quand on l'examine, il y a un vrai déficit moteur avec un stépage bilatéral, mais qui est asymétrique. Au début, il nous aurait parlé d'une éruption cutanée que finalement on n'a jamais objectivée et il n'y a jamais eu de problème cutané finalement dans l'évolution plus tard. Et puis, il rencontre les neurologues et il a un EMG avec une polyradiculonévrite qui est dite axonale et démyélinisante. Avec une perte axonale qui est vraiment importante au membre inférieur et des signes de démyélinisation assez francs au membre supérieur. Bon, donc en webinaire, les hypothèses diagnostiques, c'est un peu compliqué, puis on n'est pas là pour je ne suis pas capable de vous refaire toutes les étiologies sur cette EMG parce que je ne suis pas neurologue, donc il y a certainement des étiologies auxquelles je ne vais pas penser. Mais en gros, il a un bilan assez élargi, il a un bilan biologique standard qui est normal. Il est pris en hôpital de jour où il a une PL qui est globalement normale. Il n'y a pas de cellules, il y a un élément. Il y a une IRM du rachis qui ne retrouve rien de bien probant, une discopathie mécanique, mais qui n'est pas conflictuelle, donc qui n'explique pas du tout les symptômes. Il a une EPP normale et une IF négative et des chaînes légères normales. Donc on oublie un peu l'hypothèse d'une MGCS. Et puis sur un scanner TAP, il a un épanchement pleural droit et un petit épanchement intrapéritonéal. Et des tout petits ganglions qui sont vraiment juxtasymétriques à la limite du pathologique. Donc finalement, ce patient-là, le seul truc qu'on a associé à sa neuropathie, c'est son épanchement pleural. Et il va être envoyé en pneumologie avec une suspicion initiale de sarcoïdose parce que les petits ganglions, etc. Je vous montre le PP. Il y a clairement un profil électrophorétique qui est normal. Il y a peut-être même une petite, je crois qu'il y avait même une hypergamma, mais qui était limite une hypergamma polyclonale. Là, il est en pneumo, il n'y a pas de syndrome inflammatoire, il a un bon état général, il y a une biopsie d'une adénopathie qui est assez décevante, puisqu'il n'y a rien en fait, c'est un ganglion quasiment normal, il n'y a pas de granulome et tout, il a une BGSA négative. Et puis, quand même, en fait, il a quand même une neuropathie démyélisante, c'est important, puisque vous savez, quand c'est démyélisant et axonal, en général, le démyélisant arrive avant. Et donc, pour nous, hématologues, quand on classe les neuropathies associées au pic, on essaye de savoir si c'est démyélisant ou axonal. Et une erreur classique, c'est de retenir que la partie axonale. Mais en fait, souvent, c'est démyélisant au début, mais toute neuropathie démyélisante, elle peut, au bout d'un moment, entraîner une perte axonale. Et si le neurologue qui fait l'EMG n'a pas l'habitude, il va s'arrêter au côté perte axonale, il ne va pas voir le côté démyélisant. Et donc, c'est hyper important d'avoir des neurologues qui ont l'habitude. L'épanchement pleural, la thrombocytose, je ne vous l'ai pas dit, il avait une thrombocytose. Et finalement,
En fait, nos neurologues initiales, ils avaient quand même pensé au diagnostic, ils avaient fait doser un VEGF qui était supérieur à 2000. Donc évidemment qu'on pense à un POMS, mais ce qui ne va pas pour le POMS, c'est que je vous ai dit qu'il avait une EPP normale et pour le coup, on ne s'est pas arrêté à l'EPP. Il a eu aussi une immunofixation qui était négative et un dosage des chaînes légères négative. Donc un POMS sans gamma-pathie monoclonale, normalement, vous savez, il y a des critères diagnostiques majeurs dans le POMS et il faut obligatoirement une gamma-pathie monoclonale. Donc comment on fait pour traquer le clone? Alors, on est hématologue, hein. Évidemment que le truc qu'on fait le plus facilement, c'est un myélogramme et il s'avère que, sur le myélogramme, il a seulement 2 de plasmocytes, mais là, le cytologiste, il nous dit quand même que c'est bizarre, qu'ils ont un grand cytoplasme avec un réticulum endoplasmique très dilaté, n'est-ce pas? Donc clairement pathologique et en plus, on a un phéno qui montre qu'il y a une représentation de, lymphocytes, lambda, IgA lambda. Donc il y a une population monoclonale de lymphocytes, de plasmocytes pardon, excusez-moi, de plasmocytes IgA lambda dans la moelle. Donc là, on commence un peu à raccrocher le diagnostic du POMS, mais on ne comprend pas pourquoi il n'a pas de pic monoclonal et donc c'est là où j'appelle Antoine, pour m'aider à essayer de comprendre pourquoi ce malade n'a pas de composant monoclonal et savoir comment on peut, avancer et du coup, j'arrête le partage Antoine et je te laisse la main. Ça marche, merci. Là, je partage. En attendant qu'Antoine charge ses diapos, vraiment l'interaction entre la clinique et les laboratoires ou même entre la clinique et les différents services, entre les hématos et les neurologues sont très, très importants, notamment pour l'interprétation, comme tu as dit, Stéphanie, de l'EMG, mais c'est encore plus vrai pour des demandes précises immunologiques. S'il y a des examens spécifiques à demander, n'hésitez pas à appeler votre immunologiste préféré pour donner des précisions sur la clinique et vraiment dire ce que vous recherchez, ce que vous traquez, ce qui peut les orienter vraiment pour faire les tests biologiques les plus spécifiques. Ouais, pour aller dans le sens d'Alexis, ce qui est un classique, c'est de s'arrêter à l'EPP. Moi, j'ai déjà rattrapé un POMS comme ça en neuro, ce qui, du coup, je pense qu'ils y avaient pensé, mais il y avait une électrophorèse qui était dite normale. Et en fait, vous savez que dans les MGCS, souvent, c'est des tout petits clones et ça peut être des pics vraiment petits. Et si vous pensez à une MGCS, il faut au moins faire c'est vraiment l'immunofixation, c'est le minimum vital. Donc là, ça avait été fait et c'était négatif, donc c'était ça qui était vraiment atypique. Mais attention, une EPP normale ne veut pas dire pas de composant monoclonal, donc l'immunofixation et le dosage des chaînes légères, c'est vraiment le strict minimum. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à partager mon écran, ce qui normalement est sans problème. J'appuie, mais ça ne. Alors Attendez. attends, parce que tu Alors m'as envoyé tes attends. diapos. Laisse-moi 2 secondes. Ouais, je vais vérifier, sinon je vais te mettre essai comme. Alors je t'ai modifié, je t'ai mis co-animateur. Est-ce que tu peux Ok, partager maintenant? je réessaye. Donc, ok. Là, il me propose bien de partager mon écran complet. Je partage, mais ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors attends, merde, c'est laquelle C'est ta pas grave, diapo? sinon, ouais, on va passer sur les diapos que j'ai. Attends, bouge pas. Je repartage. J'espère que je vais mettre la parce que Ouais, la dernière que je t'ai envoyée par mail tout à l'heure, normalement, ça devrait le faire. attends, mais j'ai ouvert les 2 qui ont le même nom, donc c'est un peu con. J'espère que je vais mettre la dernière version. Excusez-moi, hein. Hop. Partager. Merci. Allez, ça doit être Lectuseur, c'est la tienne. C'est Merci bon? beaucoup. Bon, désolé pour ce petit contretemps. Donc là, de toute façon, il n'y aura pas les petites animations, mais c'est pas grave. Mais si, vas-y, je te les passe. D'accord, c'est pas très important. Donc bonjour à tous, moi je suis bio donc en immuno à Saint-Louis et je souhaitais juste vous apporter quelques petites précisions sur les techniques utilisées en labo dans la recherche d'immunoglobuline monoclonale et donc plus particulièrement dans le cadre des MGCS. Donc qui peuvent représenter quand même un défi du fait de leur faible concentration dans la majorité des cas. Donc tout d'abord, si je voulais faire une petite précision sur l'électrophorèse des protéines sériques, cette analyse qui est donc pour vous normalement la clé du dépistage des IG monoclonales associées aux hémopathies malignes, elle est généralement mise en défaut dans ce cadre-là, donc dans le cadre du dépistage des MGCS.
Et cela s'explique par son seuil de détection donc d'un pic étroit qui est environ à 1 g par litre. Si vous suspectez une MGCS, il faut demander une immunofixation des protéines sériques, plutôt. Cette analyse, qui est normalement faite dans un second temps, suite à la découverte d'un pic étroit à l'EPP, permet donc la caractérisation d'une hémoglobine monoclonale, c'est-à-dire attester de sa présence, mais aussi déterminer son isotype. Donc son avantage dans le cadre de la recherche de MGCS par rapport à l'EPP, c'est sa sensibilité 10 fois supérieure, avec un seuil de détection à environ 0,1 g par litre. Tu peux passer, Stéphanie. Merci. Je vous fais un tout petit rappel du principe de l'immunofixation. C'est ce qui nous concerne, parce que du coup, l'EPP, comme on a vu, est mis en défaut. Donc là, petite animation. Donc la pardon. première étape, ouais, pardon, ouais, c'est pas grave, on peut mettre les Attends, quatre je vais infos. tout mettre, ouais. Ouais, mais tout, ça sera plus simple. La première étape, donc, c'est une étape de séparation des protéines par électrophorèse. Dans un second temps, on va fixer toutes ces protéines qui ont été séparées par électrophorèse en appliquant différents antisérums. Sur la première piste que vous voyez tout à gauche, ELP, on va mettre un fixateur de protéines. Ensuite, un anti-G, un antisérum A, un anti-mu, un anti-kappa, un anti-lambda. La troisième étape, ça va être de laver. Donc, toutes les protéines qui n'ont pas été fixées par ces différents antisérums vont être éliminées du gel. Et la quatrième étape, donc là derrière, c'est la révélation par coloration. Donc ce que vous voyez là, c'est une immunofixation des protéines sériques normale. Tout à gauche, la piste LP, c'est avec le fixateur de protéines, vous voyez toutes les protéines du sérum. Tout en haut, là, la bande très foncée, très colorée, c'est l'albumine. Et donc de haut en bas, albumine, on voit l'alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, et tout en bas, la fraction gamma, qui contient donc la plupart des IgG. Et ensuite, là, vous voyez IgA, IgM, kappa, lambda. Donc on peut passer à la suite. Là, je vous montre juste une immunofixation anormale. Donc on peut voir là une bande monoclonale en M et en lambda sur les pistes M et lambda, donc qui révèle une IgM monoclonale lambda, qu'on peut retrouver dans un Waldenstrom, par exemple. Si on revient à notre patient, à notre cas, l'année dernière, du coup, l'été dernier, on a reçu la première IF, donc qui était ressortie négative. Donc là, vous la voyez. Elle est plutôt normale. En GAM, kappa lambda, on ne voit pas de bande monoclonale. À savoir, ça c'est une petite info pour vous, il faut savoir que les immunofixations sont faites sur un fournisseur qui s'appelle Sebia, qui est français. On utilise tous ce fournisseur. Et il a un petit défaut, c'est un petit défaut pour la fixation des IgA lambda notamment, aussi IgA kappa, mais en gros il y a un petit défaut de sensibilité sur les IgA. C'est quelque chose à savoir. Si jamais un jour vous suspectez une monoclonale en IgA, il ne faut pas hésiter à réitérer les immunofixations. Donc là, c'est la deuxième IF, après appel du docteur Harel. Nous appelle, elle nous dit qu'on suspecte un POMS, donc nous on se dit il faut rechercher une IgA lambda. Là vous voyez l'immunofixation, petite info aussi supplémentaire, le sérum du patient, lui il est pas mis au pur sur l'immunofixation, il est mis avec des dilutions. Donc sur la piste IgG il est généralement mis au 6e et sur les autres pistes au tiers, qui est un peu dilué. Là c'est l'immunofixation initiale, donc la deuxième immunofixation initiale. On suspecte une bande en IgA lambda, mais très légère. La qualité de l'image n'est pas très bonne là, mais faites-moi confiance, il y avait un petit doute sur une IgA lambda qu'on a concentré. Ouais, c'est bon, tu peux passer à la suite. On l'a concentré. Donc là, vous voyez l'immunofixation d'après. Donc ça a été là corrigé à la main, mais on voit que les deux premières pistes, ça contient de l'antisérum anti-A. Les trois dernières pistes contiennent de l'anti-lambda. Donc on voulait vraiment juste se concentrer sur une IgA lambda avec différentes concentrations de sérum du patient. Donc là, vous voyez, les IgA ont été mis au tiers et au demi, et en lambda, on a fait du tiers, du demi et du pur pour essayer de voir. Et on voit bien que là, sur le pur en lambda, tout à droite, on voit une belle bande en lambda qui est associée en fait à une IgA au demi. Donc là, on a confirmé la présence d'une IgA monoclonale lambda, minime bien sûr, qui est du coup inférieure à 1 g par litre. Et ben du coup, j'étais contente. Puisque là, pour le coup, on confirmait notre diagnostic de POMS.
En sachant qu'en parallèle d'harceler Antoine au labo, si jamais vous suspectez un POMS, il y a une autre façon de faire. Vous savez que le POMS, c'est la seule MGCS où il y a un réarrangement qui est typique, qui est diagnostique du POMS. Du coup, ça se fait à Limoges. Et du coup, alors là, l'atypie de ce dossier, c'était l'absence de gamma-pathie monoclonale, mais ça nous arrive. On a eu d'autres dossiers où il y a eu des POMS atypiques pour d'autres raisons. Et ça, c'est un des moyens d'arriver au diagnostic aussi, c'est de faire le séquençage et de rechercher s'il y a vraiment le réarrangement typique du POMS. Et donc, ça se fait à Limoges. Donc, en parallèle, le myélogramme là, que je vous avais montré, comme je ne savais pas s'il avait l'IF, si Antoine allait pouvoir me sauver, je l'ai envoyé à Limoges. Et effectivement, il a le réarrangement AVDJ typique du POMS. Donc, si jamais l'IF avait été négative, ça veut dire qu'il y a quand même un myélogramme où il y a des plasmos monotypiques. Donc simplement, j'étais pas assez sensible pour voir le clone, enfin l'immunoglobuline monoclonale, alors qu'elle y était. Mais la présence du réarrangement typique du POMS aurait permis d'arriver au diagnostic. Mais de toute façon, voilà, Antoine avait vu l'IGA lambda. Donc ça nous a permis de poser le diagnostic de POMS, qui a été annoncé au malade. Et le malade, après, est parti. Il n'a pas fait le traitement, mais c'est pas grave. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ce premier cas clinique. Alors, on va laisser les gens poser des questions tout au long. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais il y avait pas aussi moyen de doser les chaînes lourdes. Parce que tu parlais tout à l'heure du dosage de chaînes légères. Il y a le Levy-Light, si je me souviens bien du nom. Est-ce que ça a un intérêt dans ce cadre-là? Je vais laisser Antoine répondre peut-être. Alors effectivement, il y a un intérêt certain de Livilite dans ce cas précis. Mais là, à l'heure actuelle, on est 3 laboratoires à l'AP à faire Livilite et on a des problèmes techniques. En fait, c'est plutôt, ça vient du fournisseur, donc Binding Site, qui nous fournit les réactifs. Et là, en gros, on n'arrive pas techniquement à faire le dosage. Le dosage n'est pas fiable, en fait, actuellement. On n'arrive pas à avoir bon, c'est des problèmes de bio, mais on n'arrive pas à avoir de bonnes courbes de calibration. Tu peux juste nous rappeler en 2 mots le principe? Donc, c'est un dosage semi-quantitatif des chaînes lourdes, c'est ça? Même, bah, en soi, c'est même quantitatif, c'est juste que il va y avoir un dosage d'un côté des IGA, comment on va. L'Evilite, en gros, ça va doser d'un côté, par exemple, on va prendre pour un Evilite IGA, il va doser d'un côté les IGA kappa et de l'autre les IGA lambda et faire un ratio entre les deux. Ils ont déterminé plusieurs seuils et en faisant ce ratio, donc s'il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, c'est en faveur d'une monoclonale. Par exemple, si là, dans le cas de ce patient, on a quand même fait le dosage Evilite, en vrai, on l'a fait. La courbe de calibration n'était pas bonne, donc on n'a pas pu le rendre sur le compte-rendu. Mais il y avait un déséquilibre, effectivement, pour les IGA lambda. Donc, on compare le ratio du patient au ratio normalement attendu. Et quand le ratio n'est pas normal, c'est en faveur d'un composant monoclonal. Exactement. Ok. Et autre question dans le même type. Antoine, tu peux rappeler les différences entre l'immunofixation et l'immunoélectrophorèse? Est-ce qu'un laboratoire de ville, tu penses que ce serait autant pris de la tête que toi? Est-ce que dès qu'il y a une petite anomalie, ils font des dilutions, ils refont plusieurs fois passer le sérum du patient? Et il y a une question sur le chat sur l'immunosoustraction. Est-ce que tu peux donner les différentes techniques, s'il te plaît? Alors, en fait, en ville, la plupart du temps, ils n'utilisent pas l'immunofixation à proprement parler. Parce que là, il faut savoir que l'électrophorèse, là je vous reparle de l'électrophorèse, mais l'électrophorèse est faite sur un automate qui s'appelle le Capillaris. C'est fait en milieu liquide. Et c'est ce qu'a tous les laboratoires de ville. Ils ont cet automate, le Capillaris, pour faire les électrophorèses. Et il y a eu un développement d'une nouvelle technologie qui est arrivée, je pense, il y a une dizaine d'années, sur ce même automate qui s'appelle l'immunosoustraction, donc là dont on parle. Et l'immunosoustraction, en fait, permet aussi de caractériser une immunoglobine monoclonale. Ça veut dire qu'à l'électrophorèse, on a un pic. Donc normalement, anciennement, on faisait l'immunofixation pour déterminer l'isotype.
est typée, donc la monoclonale, maintenant, ils peuvent faire, suite à la détection du piquet 3 sur l'électrophorèse, sur le même automate, faire l'immunosoustraction. Donc, c'est pas du tout une technique sur gel, c'est aussi une technique en milieu liquide qui fonctionne de la même façon. En fait, c'est une électrophorèse en milieu liquide et ils vont faire par, comment je pourrais vous le dire de façon simple, Par soustraction. ouais, voilà, on va dire comme ça, en gros, juste par soustraction, mais c'est l'équivalent d'une électrophorèse en milieu liquide avec un seuil de détection d'1 gramme par litre, du coup, et pas de 0,1 gramme par litre, le typage. Et ça a été validé par la HAS, donc on peut rendre le typage d'une immunoglobine de cette façon-là. Mais du coup, en ville, ils n'ont plus trop accès à la technologie d'immunofixation. Ils le font plus parce qu'ils n'ont même plus l'automate. Donc on perd le côté hypersensible de l'immunofixation, quoi. Donc dans le C'est cadre ça, d'un en tout gros. petit clone, ça va pas. C'est ça, ils vont pas le rechercher. Et de toute façon, ils le verront pas parce qu'ils font l'électrophorèse en premier. Donc, de toute façon, normalement, avec le seuil de détection d'1 gramme, il y aura pas de pic, il y aura pas de suite en général parce qu'ils peuvent pas typer, du coup, Ok. s'il y a pas de Et, pic. et une question pour Stéphanie, est-ce que tous les pommes sont IgA lambda? Alors tous les pommes, enfin l'immense majorité des pommes sont lambda et sont plasmocytaires, mais ça peut être IgG, IgA. Voilà, IgD, ça doit exister, mais voilà. Mais c'est des proliférations associées c'est des MGCS associés aux proliférations plasmocytaires et la particularité, c'est que c'est lambda, mais pas IgA. Ça peut être IgG. Merci. Alors moi j'avais juste une question, du coup, si en ville on marque sur notre ordonnance immunofixation, ça sera pas fait. Ils feront la soustraction sur l'automate. On a moyen de le savoir, enfin j'ai pas regardé sur les comptes rendus si c'est marqué. Alors, normalement, ils sont censés, la technique, la méthode c'est normalement noté. Ils sont Ok, Ouais, dans je crois que c'est l'obligation de le noté, hein. noter. ok. Ouais, Et je regarde. souvent, vous verrez, pas forcément immunosoustraction, Ok. vous verrez immunotypage. Immunotypage. Ok. Et donc, immunotypage n'est pas immunofixation. Ok. C'est un Donc, peu ouais, donc, piège. ouais. Donc dès qu'on a enfin, une suspicion d'MGCS, il faut aller en CH ou CHU. Je pense qu'en CH, ils font quand même de l'immunofixation ou c'est que les centres universitaires? Je pense qu'il y a encore certains labos de ville qui conservent donc cet automate l'hydrasys, mais effectivement, je Ouais, recommanderais plutôt d'aller sur un labo hospitalier. ok. Merci. Euh, Ok, on va enchaîner avec le prochain cas. Tristan qui est de garde, peut-être que ça l'arrange de passer juste après. Non, ouais, il est pas là. Je peux Il vous le vient de se passer. déconnecter. Ok. Donc, professeur Bertrand Arnulf, si vous voulez enchaîner sur un cas très original. Oui. Euh, Vous voyez là? On Ouais. voit, ouais. ouais, Vous pouvez mettre en grand écran. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ok. Ouais, donc bah, bonsoir à tous. C'est vrai que là, on va rentrer dans le. Déjà, le POM, c'est pas si fréquent, hein, un myélome sur 100. Euh, et donc là, on entre dans l'encore plus rare, mais ça montre bien aussi, finalement, à la fin du cas clinique, qu'il faut être vigilant. Et comment aussi le spectre des MGCS, je pense qu'il n'est pas figé, mais je pense qu'il y en a encore à découvrir. Donc là, c'est un patient qui a 64 ans, qui a comme antécédent une cardiopathie ischémique, qui est stenté, une drépanocytose hétérozygote, et il est d'origine camerounaise en France depuis 2005. Et en France, on le voit parce que il a un diagnostic étiqueté de polyglobulie. Et quand il arrive, il a un hématocrite à 59%. Il a 140 gigas de plaquettes et 4,5 gigas de blanc, une insuffisance rénale, 130 micromoles de créatinine, une hypergamma polyclonale et un immunoglobule monoclonal IgA lambda qui migre en bêta, qui est évalué à 5 grammes par litre. Et donc, quand il est vu à l'hôpital Saint-Louis, on lui débute des saignées tous les 3 mois. On lui fait une recherche de mutation JAK2
et on ne trouve pas de mutation, et il a un taux d'érythropoïétine qui est élevé à 500 unités par litre. Et puis, donc, ce malade, en même temps que les saignées, il est adressé en consultation néphro parce qu'il a quand même une insuffisance rénale. Euh, et en fait, ce que voit la néphrologue, c'est finalement elle lui fait faire un scanner avec qui montre en fait des épanchements curieusement périrénaux autour donc des reins, dans la loge des reins. Et quand on ponctionne en fait ces épanchements, en fait c'est un transsudat. Et en fait la néphrologue est très surprise parce que finalement quand elle ponctionne, ça se reconstitue en 10 jours, 10-15 jours, l'épanchement est reconstitué. Et donc là, vous venez d'avoir, il y a une histoire d'épanchement de polysérite. Il y avait des petits épanchements pleuraux avec. Euh, et donc, on dose le VEGF logiquement pour rechercher un POMS, autant qu'il est IgA lambda. Le VEGF est normal. Et souvent, dans le diagnostic, pour rechercher un POMS, on regarde aussi s'il n'y a pas d'œdème papillaire au niveau du fond d'œil. Et le fond d'œil est normal. Et donc, du coup, il est surveillé parce que finalement, la fonction rénale, elle est stable. Euh, et à cette époque-là, puisqu'on est en 2011, finalement, il y a pas de diagnostic. Et en fait, c'est que plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, ce malade, il a atteint d'un syndrome qui regroupe aujourd'hui, en fait, pour lequel il n'y a qu'une trentaine de malades qui sont décrits dans la littérature. Et qui s'appelle un TEMPI, parce qu'il y a classiquement des télangiectasies qui étaient un peu difficiles à voir sur peau noire, une érythrocytose, une immunoglobine monoclonale, des épanchements périrénaux, et puis des chintes intrapulmonaires. Et donc ça, c'est le tableau qui est décrit pour tous les malades là, qui ont été décrits dans la littérature, avec, vous voyez, des immunoglobulines monoclonales qui ne sont pas toujours la même. Contrairement, par exemple, aux pommes, ce n'est pas toujours la même chaîne légère. La majorité sont des IgG et kappa, mais il y a aussi des IgA et aussi IgM. Et il y a du kappa et du lambda. Et donc, il y a d'autres signes possibles avec donc, des thromboses, évidemment, des hémorragies cérébrales, des épanchements, il peut y avoir de l'acide, une hypertension artérielle pulmonaire, mais aussi une hypothyroïdie. Puis il y a des malades qui ont été décrits avec des amyloses segmentaires et focales au niveau rénal. Le taux d'érythropoïétine est vraiment très élevé. euh, et il peut aller donc jusqu'à juste plus de 8000. Et le VEGF, il est vraiment habituellement normal et on s'éloigne d'un diagnostic de POMS. Et donc, il y a des critères majeurs qui sont les téléangiectasies, le taux d'érythropoïétine et l'immunoglobule monoclonale. Et des critères mineurs qui sont ces chintes intrapulmonaires avec les épanchements, notamment les épanchements périrénaux qui sont quand même assez, on va dire, qui ne se retrouvent pas dans d'autres syndromes. Donc le traitement de évidemment, on a déjà des cas dans la littérature décrits avec un succès de la chimiothérapie antiplasmocyte. Et donc là, c'était un cas d'un patient qui a été traité par chimiothérapie plus moderne, qui est le DARA-VCD, avec, on voit bien la diminution de l'hématocrit, normalisation, la diminution du pic et puis la diminution parallèle de l'érythropoïétine. Les épanchements périrénaux, ils ont aussi tendance à régresser sans se négativer complètement. Et on voit ici l'érythrose palmaire qui diminue aussi avec le traitement. Et donc, si on revient donc à ce patient, en fait, ce patient il a été diagnostiqué avant que ce syndrome soit identifié. Et donc,
finalement, ce malade, augmente son épanchement, il a un épanchement péricardique qui était présent à minima au départ, qui augmente. Il a le pic qui passe à 10-15 grammes. Il a 4% de plasmocytes au millogramme. Mais du fait de ces symptômes, et finalement maintenant qu'on peut attribuer finalement les symptômes à la gammapathie monoclonale, à l'époque, on avait fait le Velcade dexaméthasone, euh, qui en fait a occasionné très rapidement une neuropathie des membres inférieurs, mais qui a été très efficace avec un pic qui est diminué à 1,8 g par litre après quelques cures. Donc, on a une régression de l'épanchement péricardique, mais par contre, l'épanchement périrénal est stable et il n'est plus du tout, il n'a plus de saignée depuis qu'il a le Velcade. Il a normalisé, bien entendu, son hématocrite. Et ça, c'était le cas qui avait été décrit, traité par le Velcade, où il n'était pas le patient, qui, avec les télangiectasies, vous voyez, qui diminue au niveau du dos et en péribuccale. Et puis, la régression de l'épanchement périrénal. Mais chez notre malade, finalement, alors qu'il a amélioré les autres symptômes, euh, finalement, l'épanchement qui est là avait pas beaucoup régressé, l'épanchement périrénal. Et donc, finalement, on le surveille et il augmente progressivement son pic avec finalement une augmentation progressive jusqu'à 12 grammes. Et puis, donc, euh, on, on propose à ce moment-là un autre traitement, d'autant que sur l'échographie cardiaque, il a en fait un épanchement péricardique qui se reconstitue avec en fait finalement une épreuve de bulles qui montre finalement un passage de quelques bulles qui signent, enfin qui peut finalement faire signer le shunt intrapulmonaire à l'échographie. Et donc, pensait proposer à ce malade donc un complément, enfin, une chimiothérapie, une autre ligne de chimiothérapie avec le daratumumab qui est finalement je dirais la chimiothérapie antiplasmocyte de choix actuellement, surtout dans ces pathologies-là. Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous l'a dit Stéphanie, on avait envoyé en fait l'analyse du séquençage des parties variables des immunoglobulines dans la moelle à Limoges. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est là aussi une leçon, c'est que en fait, quand on regardait, alors qu'on n'avait pas finalement constaté ça à l'immunofixation, eh ben là, on se rend compte que finalement, il a deux immunoglobulines monoclonales IgA lambda qui sont distinctes avec des différentes parties variables. Et quand on regarde en fait les parties variables de ces chaînes légères, il y en a une qui ressemble un petit peu, parce que dans le POMS, donc il y a les chaînes légères V lambda 1,40 et 1,44 qui sont récurrentes. Donc ça ressemble un petit peu au POMS, sauf qu'il n'y a pas les mutations habituelles du POMS. Et puis, il y a un deuxième clade, c'est plutôt une chaîne légère lambda qui est V lambda 6 et qui est plutôt retrouvée dans les amyloses, en particulier l'amylose AL rénale. Donc, on ne sait pas très bien finalement où ça nous amène. Ça ne fait pas avancer vraiment la physiopathologie, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir, on ne sait pas finalement quelle immunoglobuline monoclonale est responsable ou est liée aux symptômes. On ne connaît pas vraiment quel est le mécanisme de l'hypersécrétion d'érythropoïétine. Il y a des gens qui disent qu'il pourrait y avoir une synthèse intrapulmonaire pour les shunts de PO induite par l'immunoglobuline monoclonale. Il y a peu de données finalement sur la physiopathologie. Les Japonais avaient suggéré, mais c'est un malade qu'ils ont séquencé pour les plasmocytes et ils ont trouvé une amplification du 22 et donc il y a le macrophage inhibitory factor qui est surexprimé parce que
du fait de l'amplification du 22, mais c'est n égale 1, donc ça n'a pas vraiment de rôle. Et on ne connaît pas vraiment les rôles des autres cytokines. Tout reste à faire en fait dans la physiopathologie de ce syndrome. Et il y a des gens qui disent que finalement, il peut y avoir des formes un peu frustes, où on n'a pas besoin d'avoir l'épanchement périrénal, et simplement une petite tendance à la polyglobulie. Euh, et donc, voilà, les gammapathies monoclonales avec polyglobulie qui ne sont pas mutées pour JAK2, ça pourrait être éventuellement des formes de TAMPI un peu frustres. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ce n'est pas le plus rare, mais ça montre quand même la démarche, pareil, toujours de l'identification du clone. Et quand on va loin dans l'identification du clone, parfois on a des surprises. Et quand on retrouve parfois, donc on identifie l'immunoglobuline qu'on n'avait pas identifiée, et parfois eh ben, on identifie deux immunoglobulines monoclonales différentes. Et c'est l'intérêt de ces techniques-là plus sensibles de séquençage des parties variables. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Merci pour la présentation, professeur Arnould. Moi, j'avais une question sur la gestion là, de l'insuffisance rénale avec ces épanchements qui revenaient. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire une dérivation péritonéale pour éviter que ça vienne Ouais, comprimer l'air? c'est une bonne question. Et donc, pour ne pas la nommer, Marie-Noëlle Peraldi, qui s'est occupée de ce malade, avait, euh, avait essayé de poser la question de ce qu'on appelle marsupialiser, je crois, c'est en tout cas pour essayer d'écouler l'épanchement. Et en fait, les chirurgiens avaient dit que c'était très compliqué, en fait. D'accord. Parce que c'est bilatéral, parce que, en fait, c'est pas si facile que ça comme intervention. C'est pas un tips qu'on pose comme ça. Ouais. Donc, c'est pas Ok, si facile. On a réfléchi à ok, ça, mais ok, on ok, avait posé la question au chirurgien qui n'était pas. Voilà, ça paraissait pas si facile que ça. ok. Parce que là, le patient, les épanchements ont finalement pas trop régressé par rapport au pic. Dans les autres cas décrits, Ouais, il y a une alors régression. dans les cas décrits dans la littérature, tout disparaît, c'est magnifique. D'accord. Mais en fait, l'arrière-pensée, c'est que c'est des cas plus récents. Il y a eu des traitements avec le daratumumab avec une rémission complète. Ok. Et nous, on avait encore 1,8 g d'immunoglobuline monoclonale. Donc, Hmm, bah, voilà, peut-être qu'il faut arriver justement, ça peut être un autre message hmm, souvent dans ces gammapathies et ces MGCS, c'est que souvent on a besoin de voir disparaître complètement l'immunoglobuline monoclonale pour voir disparaître tous les symptômes. ok. Comme on ne connaît pas bien la physiopathologie, c'est un peu difficile finalement. Hmm. Ouais, c'est sûr. Et puis même pour le suivi des patients, si au bout d'un moment on ne voit plus le pic, Voilà. Donc, c'est si vous jusqu'à avez où? des patients avec polyglobulie sans mutation de JAK2 avec érythropoïétine, il faut penser à faire l'électrophorèse Hmm. et, euh, et à Ok, regarder s'il y a des épanchements périrénaux. ok, Bon. intéressant. Et ben, je crois pas qu'on ait d'autres questions. Merci beaucoup, professeur. Alors, est-ce que On va Tristan est enchaîner. revenu? Ouais, on va enchaîner. On a récupéré la vue de Tristan et donc on va enchaîner sur une autre atteinte d'un autre organe par le docteur Tristan Vaugeois. Merci Très bonne Tristan. transition. Est-ce qu'on m'entend bien avec mes écouteurs ou pas? Vraiment, c'est bon. Ok, super. Alors, je partage mon écran du coup. Attendez une seconde, il faut juste que... Donc pour patienter et pour marteler les mêmes messages, vous voyez que la démarche c'est toujours la même, c'est traquer le clone, penser au diagnostic, le traquer et si le patient est suffisamment symptomatique ou s'il a des symptômes qui pourraient être invalidants ou menacer son pronostic vital, de traiter en fonction du clone qui a été identifié. Je vois que Tristan vient de reperdre sa connexion. Je ne sais pas s'il peut envoyer sa présentation sur le bureau de Mais en Stéphanie fait, moi, ou je l'ai. Il est où là? de Peut-être qu'il Stéphanie qui arrive vers sauve moi. tous les collègues. Oui, je suis là. Je passe les diapos. Mais il est où? Et donc, c'est sûr que Ah, pour les internes il est là.
en sortant de cette Tristan, je te soirée, laisse si tu as besoin de. Tu sais, tu l'avais laissé sur ma clé USB, donc si tu n'arrives pas à Ok, non mais c'est partager, bon, c'était c'est bon. fallait Ouais, juste que je règle un paramètre et il m'a tout fait quitter. Ok, et ben bonsoir tout le monde. Donc effectivement, on va changer de perspective et un peu d'organe, donc avec un nouveau cas clinique maintenant. Donc je vais vous présenter le cas d'un patient qui nous est arrivé donc en 2020 du Congo-Brazzaville avec un diagnostic initialement de myélome qui semblait pas faire trop de doute puisqu'on avait une plasmocytose médulaire a priori sur des comptes rendus de là-bas avec un pic en bêta-2 globuline sur l'électrophorèse des protéines qui avait donc été traité par Velcade, Revlimid et un peu de melphalan là-bas avec a priori une réponse partielle, puisqu'on avait une réduction du pic de 65%, une plasmocytose médulaire inférieure à 5% à la fin de ces premières cures de traitement. Donc ça, c'est les infos un peu parcellaires qu'on a quand on récupère le patient. Avec ce qu'on a surtout comme données initiales, c'est donc une thrombose veineuse profonde anticoagulée et surtout une cécité monoculaire de l'œil droit qui serait liée à un décollement séro-rétinien. Donc ça, c'est ce qui est un peu interpellant dans cette observation initiale, et aussi une neuropathie périphérique liée au Velcade, mais voilà, pour en faire mention. Ok, donc ce patient, il arrive en mars 2022 et on a surtout un problème social avec ce patient qui est en attente de droits sociaux. Donc en fait, on poursuit le traitement qu'il avait déjà reçu en partie par Revlimid. Et donc sur les premiers bilans qu'on fait à Saint-Louis, on voit effectivement un pic qui migre dans les bêta-2, mais c'est en réalité un pic IgM lambda, donc avec un bêta plus pic à 11,3 grammes quand on reprend le dossier. Et c'est vrai que sur le premier mélogramme qu'on fait chez nous, en fait, on voit pas de plasmocytose médulaire, mais plutôt un excès de lymphocytes, avec un immunophénotypage voilà, compatible avec un lymphome B à petites cellules. Donc c'est une prolifération qui est CD20+, CD19+, 38 très partiel et CD10+ également. Le patient, on l'envoie en ophtalmo parce qu'il y a cette histoire de décollement séreux rétinien, alors avec une cécité de l'œil droit, mais qui en fait est un décollement qu'on constate dans les deux yeux. Et c'est là que pour la première fois qu'il y a une imputabilité de dépôt de chaîne légère au niveau de la membrane de Bruch. Donc la membrane de Bruch, c'est la membrane basale qui est juste sous l'épithélium rétinien et qui se situe à l'interface entre l'épithélium rétinien pigmentaire et le réseau vasculaire sous-jacent, qui est donc la choroïde. Et donc, on a un patient qui a une baisse d'acuité visuelle au niveau des deux yeux, avec une chambre antérieure parfaitement claire, un cristallin et une cornée parfaitement claire. Et surtout, sur le fond d'œil euh, et sur le CT, on voit essentiellement des dépôts sous-rétiniens qui sont plus trop, avec un épaississement de la choroïde. Donc, sur le plan de l'étiologie de ce décollement, alors c'est un patient qui avait une cinquantaine d'années, donc qui n'a pas tellement de raison d'avoir des dépôts rétiniens de type les drusen, ce qu'on peut voir la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc de néo-angiogénèse ou néovascularisation, ce qui n'est pas forcément Euh, en faveur de ce phénomène Tristan, lié on par t'entend moins Tristan, bien là. le ouais, Tristan, Donc, on a vraiment ouais. des peaux amorphes au Allô? niveau Est-ce que Tristan, sens tu de m'entends? des inflammations avec le sympathique. Ouais, Est-ce que tu pourrais couper ouais, ta caméra on parce que m'entend? ouais, parce qu'en fait Ouais. ça coupe beaucoup. Parfois sans la caméra, mais aussi toutes les personnes qui sont présentes dans le webinaire, parce qu'elles peuvent couper leur caméra parce que des fois ça surcharge. On va essayer de voir comme ça. Bon, en fait, c'est juste que ton son il coupe, et il grésille. Je pense que c'est un problème de connexion. On va J'ai tester. enlevé ma caméra. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux. C'est mieux? On m'entend bien? Ouais, c'est Oui. clair. Ok. Très bien. Donc je reprends. Donc il y a des examens complémentaires qui ont été faits sur l'humeur aqueuse, étant donné qu'il y avait des atypies chez ce patient jeune qui n'avait donc pas tellement de raison d'avoir de la dégénérescence maculaire.
Donc là, le constat en fait sur l'OCT, sur le fond d'œil, c'est vraiment du dépôt amorphe, non caractérisé, au niveau central de la rétine, sans néovascularisation associée, comme on peut voir dans les phénomènes séniles qui sont médiés par le DEGF. Donc là, chez ce patient, il y a eu une ponction d'humeur aqueuse qui a été effectuée et qui montre une présence de chaîne légère monoclonale lambda, donc quelque chose qui est complètement atypique, hein. On peut voir dans l'humeur aqueuse un peu d'albumine. Les immunoglobulines entières ne passent pas. Il n'y a pas de phénomène passif de diffusion des immunoglobulines enfin, ni passif ni actif d'ailleurs, dans l'humeur aqueuse. Et donc on avait là en l'occurrence un excès de chaîne légère monotypique dans l'humeur aqueuse. Donc pas d'immunoglobulines entières, donc on n'avait pas effectivement d'IgM dans cette humeur aqueuse. On avait fait également un dosage de cytokines, DL6 et DL10. C'est des dosages qu'on peut retrouver augmentés dans les lymphoproliférations oculaires primitives. Qu'en l'occurrence, il n'y avait rien de tout ça. Et on avait fait effectivement une tentative d'immunophénotypage sur l'humeur aqueuse afin d'éventuellement trouver une localisation secondaire oculaire de l'hémopathie, mais sans succès, parce qu'il n'y avait pas de cellules dans le prélèvement. Alors, effectivement, pour compléter, vu qu'on commence à caractériser cette atteinte centrale par des chaînes légères, on a complété le bilan pour rechercher une infiltration du système nerveux central, donc avec une ponction lombaire qui a retrouvé une hyperprotéinorachie modérée, pas tellement d'éléments sur le plan cytologique, mais tout de même avec une petite population monotypique sur l'immunophénotypage, mais qui était probablement du passage sanguin. L'IRM cérébral, en tout cas, était normal. Donc, on a renouvelé surtout les explorations médulaires dès que ce patient a eu une prise en charge afin de pouvoir caractériser un peu mieux son hémopathie. Et donc là, pour le coup, on a une hémopathie qui est vraiment bien définie sur le plan biologique, hein, avec une prolifération lymphocytaire, plasmocytaire et lymphoplasmocytaire, hein, avec un vrai continuum de différenciation sur le myelogramme, donc avec 21% des cellules au total, une population monotypique lambda sur l'immunophénotypage et une mutation MYC88 L265P signature qui donc nous confirme plutôt un diagnostic de maladie de Waldenström avec un pic IgM kappa. On avait aussi fait la BOM dans le même temps qui confirmait donc cet aspect de lymphoplasmocytaire. On a donc fait une maladie de Waldenström avec donc un pic IgM, une infiltration médulaire et du coup une atteinte neuroméningée, donc neurologique centrale, ce qui en fait un syndrome de Big Mill. Et donc à ce moment-là, donc là je reviens un peu sur l'histoire clinique, on a décidé de traiter ce patient par R-bendamustine. Voilà, un petit mot pour dire qu'on avait évoqué ce syndrome VKH devant les céphalées, surtout qui était à un moment au premier plan. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas franchement d'atteinte du segment antérieur de l'œil et donc il y avait ce syndrome VKH qui associe des céphalées et un décollement rétinien par exsudat séreux et des signes d'activation d'auto-immunité, mais en l'occurrence, voilà, ça cochait pas tous les critères et de plus, on n'avait pas d'atteinte du segment antérieur de type uveites, donc on a pu éliminer ce diagnostic. Donc ce patient lui a fait ses 6 cures de R-bendamustine et de façon assez surprenante, au bout des 6 cures de R-bendamustine, on avait une résorption quasiment complète du décollement séreux rétinien, du moins sur l'œil gauche, qui avait récupéré une acuité visuelle normale, et le décollement persistait un peu sur l'œil droit, mais on avait quand même une amélioration de l'acuité visuelle. Donc, sur le plan de l'hémopathie, l'évolution elle a été plutôt très défavorable puisque le patient, à quelques semaines de l'arrêt de son traitement par R-bendamustine, il a progressé très vite sur le plan clinique avec donc une atteinte sus et sous-diaphragmatique très impressionnante, hein. Je vous ai mis les images du TEP en bas à droite, et avec un aspect de lymphome transformé sur la biopsie ultérieure. Donc après, on a fait un traitement par R-choc méthotrexate du fait de l'atteinte du système nerveux central. Et on a dû relayer rapidement par une combinaison d'anticorps bispécifiques inhibiteurs de BTK, en espérant faire un traitement par carticelle, mais malheureusement, le patient est décédé rapidement de progression tumorale et d'infection. Donc bon, ça c'est pour l'évolution clinique globale. C'est vrai qu'on a dit sur les cas cliniques plutôt précédents que c'était des gammapathies, des MGCS souvent associés à des petits clones. Or là, on avait vraiment une hémopathie constituée en propre et qui avait des critères de traitement en propre. En tout cas, nous, voilà, sur ce dossier, on en a fait donc ce qu'on appelle une gammapathie
donc monoclonale de signification oculaire, on pourrait dire, une MGOS de type dépôt de chaîne légère lambda non organisé, donc dépôt de chaîne légère, donc un peu randale oculaire. C'est vraiment la même chose que ce qu'on peut observer dans les randales au niveau rénal avec des dépôts non organisés sous la membrane basale du glomérulaire. Voilà, il y a quelques cas qui ont été décrits, les premiers dès les années 80, alors plutôt sur des séries autopsiques avec des malades qui étaient connus pour avoir des maladies de Randall et chez qui on a retrouvé des dépôts de chaîne légère dans la membrane de Bruch et dans la choroïde. Après, on a eu, avec l'avènement de l'imagerie oculaire, on a pu mettre en évidence plus facilement des exsudats, enfin les dépôts d'une part et les exsudats sous-rétiniens. Et souvent chez des malades qui étaient déjà connus pour des randales et déjà avec une preuve histologique sur le rein la plupart du temps. En fait, maintenant, pour ces atteintes oculaires, on applique un peu le même raisonnement qu'avec l'amylose, c'est-à-dire que si on a la preuve histologique par ailleurs sur un autre organe, on s'en passe un peu si la clinique est compatible. Je vous avais mis un petit rappel d'anatomie au niveau de la membrane, enfin de l'épithélium de l'œil, juste pour vous montrer que donc on a l'épithélium pigmentaire, les vaisseaux choroïdiens et à l'interface on a la membrane de Bruch et donc c'est ici que se font les dépôts de chaînes légères avec du coup donc là c'est sur l'OCT, vous voyez donc ça c'est donc c'est pas chez notre malade parce qu'on n'a pas pu faire ce type d'examen chez notre malade. Je vous ai pris des cas, enfin, des images publiées dans la littérature. Ça c'est des images avant et après traitement de gammapathie monoclonale avec dépôt de chaîne légère dans l'œil. Donc vous voyez ici on a vraiment un décollement de l'épithélium pigmentaire du fait d'accumulation de liquide en sous-rétinien. C'est ici on voit les taches qui correspondent à des dépôts amorphes de chaîne légère. Voilà, donc c'est les atteintes oculaires associées aux gammapathie monoclonale. On connaît plutôt les atteintes du segment antérieur, avec notamment les kératopathies cristallines, crystal storing histiocytosis, qui donnent des tableaux très bruyants avec des tableaux d'uvéite antérieure, hein, des yeux rouges, larmoyants, qui font mal. Et le segment postérieur, les atteintes sont plutôt plus rares. On les voit plutôt dans le cadre, enfin ceux qui ont été bien rapportés, c'est ceux avec des syndromes d'hyperviscosité, justement par augmentation de. Donc en fait, il y a deux hypothèses pour ces lésions oculaires du fait du dépôt de chaîne légère. C'est soit effectivement les lésions directes des dépôts de chaîne légère avec augmentation de la pression ocotique localement et donc euh, accumulation de fluide, ou aussi il y a un doute sur une hypothèse vasculaire avec lésion des vaisseaux choroïdiens en dessous de la membrane basale qui pourrait contribuer aussi, mais c'est vrai que sur les fonds d'œil, on n'observe pas trop de lésions ischémiques ou hémorragiques comme on peut voir dans les syndromes d'hyperviscosité qui pourraient contribuer à ça, donc on pense plutôt à une toxicité directe des dépôts de chaîne légère au niveau de la membrane basale. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Tristan. Il y a une question sur le chat sur l'intérêt éventuel de dosage cytokinique, l'IL-10 et l'IL-6 dans l'humeur aqueuse. Est-ce qu'il y avait des données chez les patients publiées pour un peu étayer le diagnostic? Alors, chez les patients publiés, il y a une série de cas qui parlent de dosage de cytokines, mais qui étaient retrouvés négatifs. Et voilà, l'IL-6 et l'IL-10, c'est vraiment des cytokines qu'on retrouve augmentées en cas de localisation oculaire primitive, plutôt de lymphome, de type voilà, lymphome primitif du système nerveux central. Mais ça a été décrit que chez les patients avec lymphome B et pas tellement maladie de dépôt. Mais du coup, j'ai une question, moi, Tristan. Je vais un peu te faire. Parce que du coup, tu dis bien qu'il n'y a pas de cellules. Oui. Donc, c'est pour ça probablement que. Mais du coup, c'est pas un Big Nil à proprement parler, quoi. Le Big Nil, c'est une localisation cellulaire du Waldenström dans le système nerveux central. Donc, je suis pas sûre que le terme Big Nil, là, c'est vraiment. Il n'y a pas de cellules. D'ailleurs, c'est pour ça probablement que l'IL6 et l'IL10 sont peut-être normales. Enfin, on n'a pas assez de données, mais du coup, c'est pas tout à fait. Enfin, voilà, c'est autre chose que le Big Nil, c'est encore plus rare, quoi. Disons que si on considère que c'est en sous-épithélial de l'œil, on peut considérer que c'est pas central et que c'est une atteinte. Bon, donc voilà, c'était plus du Big-Nil-like sur la présentation, quoi. Mais effectivement, on n'a pas prouvé d'atteinte localisée du Waldenström à ce moment-là, quoi. Et moi, j'ai une question aussi, Tristan, parce que, en fait, tu dis la majorité des cas décrits, c'est kappa.
La particularité là, c'est que c'est lambda. Ouais. Si on prend l'exemple des maladies des dépôts des chaînes légères, qui ont leur séquence plutôt cationique, qui vont avoir une affinité pour la membrane basale qui est anionique, euh, c'est vrai que lui, on n'a pas de séquence des parties variables. On n'a pas envoyé. Non, on n'a pas cet examen pour lui, malheureusement. Ouais, c'est intéressant. Le fait qu'il soit lambda. Ouais. Et on n'a pas de preuve histologique non plus, enfin directement de l'œil, mais on a quand même un dosage dans l'humeur aqueuse qui est déjà, en termes d'investigation, assez poussé, parce que la plupart du temps, on se contente d'un diagnostic indirect sur les atteintes d'autres organes. Ouais. Bon, super, merci beaucoup Tristan. Je suis sûr que les 114 participants ne s'attendaient pas à revoir l'anatomie de l'œil à cette heure-là en faisant une soirée cas clinique de gamma-pathie monoclonale. Et donc, on va enchaîner sur le dernier cas clinique, de nouveau avec le duo Stéphanie Harel et Antoine Dieppe, sur plutôt des explorations néphrologiques pour une nouvelle entité de MGCS qui n'est pas beaucoup plus fréquente. Ouais, je sais pas. C'est bon là? Oui, c'est bon. Super. Oui, alors on fait vraiment dans la rareté ce soir. Désolé, peut-être qu'on aurait dû faire au moins un cas clinique d'un truc un peu plus fréquent, mais on nous a demandé, donc voilà. Mais effectivement, on va encore plonger dans un truc assez rare. Donc, le premier patient, il y a 2 patients. Le premier patient, on le voit pour prise en charge d'une insuffisance rénale aiguë. Donc, il arrive chez nous via la néphro en 2022. Il a 79 ans. Mais Il arrive. excuse-moi, Ouais. moi, je vois encore le truc de Tristan. Ah non, c'est bon. Pardon. Ah, Ouais, non, c'est bon. On voit non, c'est bon. Parfait. on voit ton cas. Il a 1160 de créate. Il a un syndrome néphrotique franc, 3 grammes de protéinurie par 24 heures, une hypoalbuminémie. Il a une UM qui montre une anémie importante, mais finalement des neutraux et des plaquettes normales. Donc là, pas de suspense, il a une gammapathie monoclonale avec sur le BP une hypogamma avec une petite restriction d'hétérogénéité, et sur l'immunofixation, il y a une IgM kappa minime. Et là où c'est surprenant, c'est qu'il a un excès franc et massif de chaîne légère kappa à 2585 avec des lambdas à 50. Alors ça, dans les proliférations plasmocytaires, où il peut y avoir une dissociation claire et nette entre le taux du pic et le taux de chaîne légère, évidemment, les myélomes à chaîne légère. Dans le cadre des Waldenström, c'est quand même beaucoup plus atypique d'avoir une IgM kappa minime, même pas quantifiable, et un excès de chaîne légère aussi important. Sur le diagnostic de l'hémopathie, alors c'est un peu atypique parce que c'est CD5+, mais c'est la seule atypie, et c'est vraiment une prolifération de lymphoplasmocytaire, CD20+, CD19+, qui est MYD88 muté. Donc rapidement, on va vers le spectre de maladie de Waldenström. Il a une PBR, puisqu'il a une insuffisance rénale, et que même s'il a un franc excès de chaîne légère kappa, la protéinurie, elle est faite d'albumine. Je ne vous l'ai pas mis, pardon. Elle est faite d'albumine et non pas de chaîne légère. Et donc sur la PBR, on pose le diagnostic de dépôt de chaîne légère kappa le long des membranes basales. Ces dépôts, ils sont rouge Congo négatifs. Ils ne prennent pas la biréfringence, et donc ils ne sont pas organisés, ce qui permet de poser le diagnostic de maladie de Randall. D'expression rénale, vous savez que c'est le plus fréquent. Et on vérifie le reste des atteintes, et en fait, on découvre qu'il a une atteinte cardiaque avec une cardiopathie infiltrative sur l'écho et l'IAM. Il n'a pas de syndrome tumoral lié à son Waldenström. Il n'a pas d'adénopathie, pas d'hépatosplénomégalie. Devant le niveau d'insuffisance rénale, il est mis en dialyse. On traite son clone, évidemment, pour essayer d'améliorer les choses et espérer avoir une réponse rénale, mais c'est compliqué dans les MGRS. Quand ils sont mis en dialyse dès le début, on fait du R-endoxan d'hexaméthasone 6 cures, ça fait baisser le pic. Mais il ne s'améliore pas, il reste dialysé, et on lui fait après du Ritux bortezomib, 8 cures qu'il met en RC, donc le pic disparaît, mais tout ça prend beaucoup de temps, et malgré la disparition complète du pic et des chaînes légères, on n'arrive pas à le sevrer de dialyse.
Donc ça, c'est un premier cas, avant de laisser la parole à Antoine. Et donc il y a quand même quelque chose de bizarre, un Randall à chaîne légère avec un taux de chaîne légère vraiment extrêmement important et un tout petit pic IgM lié à cette maladie de Waldenström. C'est pas du tout typique. Et le deuxième cas, c'est une femme de 59 ans qu'on reçoit la même année, qui a juste un antécédent canal carpien bilatéral, qui arrive à nous là aussi. Ah oui, on la voit pour un excès de chaîne légère. Et quand on la prend en charge, l'interne, en fait, elle avait une hypogamma, une IF négative. Et on a, je crois, déjà le ratio de chaîne légère. Et donc, quand l'interne la voit, elle fait un myélogramme pour une suspicion de myélome. Puisque 1884 de chaîne légère kappa et 6 mg de lambda. Voilà, elle a une IF, elle a une protéinurie et elle, pour le coup, c'est pas de l'albumine, c'est vraiment de la chaîne légère. Donc, on part sur un diagnostic de myélome. Et la NUM est normale et on fait le myélogramme et c'est le cytologiste qui nous appelle devant cet aspect et c'est lui qui permettra de poser le diagnostic. Avec, vous voyez le cytologiste là, le docteur Lemaire à Saint-Louis, il m'a mâché le travail. Il y a 3 types de cellules. En jaune, il y a des lymphoplasmocytes. En vert, des plasmocytes et en rouge des lymphocytes. Mais la particularité, c'est qu'il y a des vacuoles, là, vous voyez dans les plasmocytes. Donc c'est une pathologie, lymphoplasmocytaire. Bon, certes, mais il y a ces vacuoles-là qui sont complètement anormales et bizarres dans les plasmocytes. Juste, j'en profite, on avait, du coup, on l'a reprélevé, on a fait partir un phéno et il est MYD88 positif. Donc là encore, c'est un Waldenström. Mais elle allait bien, elle n'avait pas de symptômes, donc on a essayé de la surveiller. Et donc, là encore, on a appelé Antoine, ou c'est Antoine qui nous a appelés, parce qu'il y avait une dichotomie entre l'immunofixation négative et l'excès de chaîne légère dans cette suspicion de Waldenström. Je ne vais pas essayer de repartager mon écran, on va faire à partir du tien, Stéphanie. Donc ça, c'est pour le cas clinique numéro 1, le Waldenström compliqué. Là, on voit j'avais récupéré une de ses immunofixations sériques à gauche. On voit sa M-kappa, mais on voit pas normalement, on peut voir sur une immunofixation aussi une chaîne lourde tronquée, donc potentiellement, on pourrait voir une bande monoclonale en M sur la piste M non associée à du kappa ou du lambda. Là, on voit juste une M-kappa. Donc là, si tu fais passer un petit peu les animations, on va toutes les mettre en même temps, comme ça, il y en a encore quelques-unes. Voilà, encore, et voilà. Donc là, je vais juste vous rappeler le principe de l'immunosélection. Donc c'est ce que vous voyez à droite sur la diapo. C'est une technique maison. Donc on commence par préparer un gel. Donc au début, le gel il est liquide, à l'intérieur duquel on va incorporer des anti-chaînes légères de forte affinité. On fait ce mélange, on le fait couler. Dans ce gel-là, on voit en bleu avec les flèches bleues, à l'emporte-pièce, on va faire 2 petits trous dans lesquels on va mettre le sérum du patient donc en bas et un sérum contrôle. Donc en fait, c'est un patient connu positif. Euh, Sous l'effet d'un champ électrique, donc on va appliquer un champ électrique sur ce gel, les protéines, les immunoglobulines vont migrer et vont être fixées par l'antichaîne légère qui est incorporée dans le gel. Donc ce que vous voyez là, l'aspect en roquette ou en oreille de lapin en français, euh, c'est les IG complètes qui ont donc une paire de chaînes légères ou les chaînes légères libres. Donc on va fixer à peu près toutes les immunoglobulines du patient. Si on passe à la suite, la diapo d'après. La deuxième étape, donc la première étape, c'était le champ électrique. La deuxième étape, c'est de découper au milieu du gel une rigole dans lequel on va mettre un anti-chaîne lourde. Donc là, dans le cas de notre patient, on a mis un anti-chaîne mu, comme il était connu avec une M-kappa. Et par un principe de diffusion, cette anti-chaîne mu en fait va diffuser et rencontrer, si elles existent, les chaînes lourdes tronquées du patient qui, elles, n'ont pas été fixées par l'anti-chaîne légère. Bon, c'est des concepts un peu
Enfin, là dit rapidement, ça peut paraître compliqué, mais ce qu'on voit, c'est un arc de précipitation du coup de l'anti-chaîne mu avec les chaînes lourdes tronquées du patient. Donc là, le témoin positif, il est en haut et le patient est en bas. Donc c'est la petite queue que vous voyez là qui est indiquée par les flèches noires. Donc ça, c'est témoin de la présence de chaînes lourdes monoclonales mu qui va aider au diagnostic de maladie des chaînes lourdes mu. Le cas d'après est un peu Attends, plus... juste j'interromps parce que c'est vrai que j'ai voulu faire, excuse-moi, garder le suspense et donc j'ai pas dit le nom de la maladie, mais c'est important. Donc c'est la maladie des chaînes lourdes et donc c'est Ah, des pardon. chaînes lourdes tronquées qui ne sont normalement pas associées à des chaînes légères et donc c'est atypique chez ce malade, tu l'as dit, mais je le répète, hein, juste qu'en face de l'IgM, il y ait du kappa, hein. Normalement, le point d'appel, c'est que tu as l'IgM, mais qu'en face, tu as pas de chaîne légère. C'est ça, hein? Voilà, exactement. Normalement, nous, à l'immunofixation, ça nous arrive, enfin, c'est quand même très rare, mais bon, à Saint-Louis, on voit un peu de tout. Il peut y avoir une découverte fortuite aussi, ou en tout cas, sur une immunofixation, on est censé, pour une maladie des chaînes lourdes, ne voir que sur la piste G, A ou M, donc pour les chaînes lourdes, une bande monoclonale qui est pas associée qui est pas associée à du kappa ou du lambda en face. Yes. Et c'est le cas là. Et là, c'est le cas là. Là, c'est un cas beaucoup plus caricatural. Là, vous pouvez voir, donc pour le cas numéro 2, on se souvient qu'elle avait des chaînes légères libres monoclonales kappa, qu'on voit là sur la piste kappa. Donc ça, c'est ces chaînes légères libres. Elles sont associées ni à des G, ni à des A et des M, donc c'est du kappa libre. On avait fait les DE aussi en même temps pour être sûr. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce gros carré là en M, donc cette bande monoclonale très épaisse qui n'est associée ni à du kappa ni du lambda, donc il y a eu immunosélection derrière, et là vous voyez c'est beaucoup plus net, on voit bien là que l'arc de précipitation présent sur le témoin positif en haut et pour la patiente en bas, qui donc est témoin de la présence d'une chaîne lourde mu. Yes. Donc voilà, donc là, vous savez qu'il y a plusieurs types de maladies des chaînes lourdes. Donc là, on se concentre sur la maladie des chaînes lourdes mu. Donc, l'idée, c'est d'avoir une IgM. Donc les 2 chaînes lourdes, simplement, elles sont, tronquées et du coup, le site de fixation des chaînes légères, elles peuvent pas se fixer aux chaînes légères. Donc la chaîne lourde, elle est isolée et par contre, du coup, on se retrouve avec une quantité de chaînes légères libres, circulantes, beaucoup plus importante. Donc c'est une rareté, hein. C'est, déjà la maladie des chaînes lourdes, en général, c'est très rare. La plus fréquente, c'est la alpha correspondant donc à l'IgA et puis après G et donc mu, c'est la plus rare. Et donc on savait que c'était associé à des lymphoproliférations. Dans la littérature, c'était souvent décrit LLC atypique, mais en fait, nous, à chaque fois qu'on cherche, on tombe sur plutôt un Waldenström avec un MYD88 muté. Tout ça, ça n'existait pas évidemment au moment des descriptions des premiers cas. Et donc ils ont un composant monoclonal IgM de petite taille, beaucoup de chaînes légères et beaucoup de chaînes légères, ça peut se compliquer, soit d'une MGRS comme on l'a vu dans le premier malade, donc un Randall compliquant une maladie des chaînes lourdes mu. Donc là, on est vraiment dans la rareté. Mais sinon, ça peut donner des casse-néphropathies tout simplement, comme dans un myélome, avec précipitation des chaînes légères et insuffisance rénale de mécanisme, enfin avec une précipitation et une tubulopathie. Et donc on a eu une troisième malade qui est arrivée quelque part quelque temps après. Elle avait tellement de chaînes légères qu'on l'a traitée parce qu'on ne voulait pas qu'elle précipite et qu'elle fasse l'insuffisance rénale. Voilà. Que vous dire d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Donc il y a plusieurs points d'appel. Il y a la cytologie, donc ça peut être le cytologiste qui tire le signal d'alarme ou alors, votre immunologiste avec ce deuxième cas là qui est beaucoup plus typique, donc la chaîne lourde qui est pas associée, à une chaîne légère, en face et donc les complications rénales, une MGRS ou la caste alors c'est pas une caste, ou la casse-néphropathie sur la précipitation des chaînes légères. Voilà. Super, merci beaucoup. Dans les questions, Antoine, peut-être pour toi, il y avait une question. Est-ce que tu es capable de faire le diagnostic sur l'électrophorèse des protéines sériques d'une maladie à IgG4? Non, à ma connaissance, non, parce que les IgG4 de la maladie, donc des IgG4, sont pas clonales, c'est polyclonal, donc sur l'électrophorèse, il n'y aura pas de piquet 3.
Pour le coup, nous, on utilise, enfin, à ma connaissance, il n'y a que le dosage des sous-classes qui permettra d'étayer le diagnostic. Donc ça, c'est vrai que c'est un examen dont on n'a pas du tout abordé, puis ça fait pas partie des MGCS, mais le dosage pondéral, ouais, ça aide pas au diagnostic de toutes les MGCS. C'est vraiment pour quantifier de manière polyclonale les différentes sous-classes. Donc en tout cas, merci de nous avoir réexpliqué une nouvelle fois ce principe de l'immunosélection qui est pas facile et qui est un examen important pour poser le diagnostic, en tout cas de cette maladie rare. Et peut-être en conclusion, on voulait vous faire cette publicité, cette annonce de la deuxième session de formation qualifiante. Donc là, vous avez passé une petite heure, 1h10 sur des cas cliniques, mais il y a une formation qualifiante qui est organisée avec le professeur Bertrand Arnulf et docteur Camille Cohen, qui est néphrologue à Bichat, pour justement faire cette synthèse sur 5 demi-journées entre l'hématologie, la dermato, la neuro, la cardio, la néphro, et même si ça peut dépasser avec parfois des atteintes oculaires, pour mieux comprendre la physiopathologie, aller plus loin sur le spectre de toutes les MGCS et les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai aussi mis le programme, ou peut-être on pourra vous partager le programme sur la prochaine newsletter de l'AIH. Je ne sais pas si le professeur Arnulf veut un petit mot pour conclure avec Pierre-Édouard. Ah non, c'est Pierre-Édouard qui conclut là. Bah, merci beaucoup d'être venu, hein. On a fait un pic à, j'ai vu, 140 participants. Je crois que même il y a deux, trois personnes qui se sont fait virer du webinaire parce que je pense qu'on a dépassé les limites de notre compte. Donc merci beaucoup d'être venu. Ça rappelle les débuts des webinaires. On était déjà avec Alexis. Les premiers webinaires de l'AIH, c'était les actualités du myélome. Là, on voit autre chose sur les gammopathies. Et donc, c'est très intéressant et on a hâte de pouvoir en refaire. Je suis sûr il y aura plein d'autres cas à présenter dans les prochaines années. Merci à tous et bonne soirée. À Merci. bientôt. Merci Merci. à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.